Les responsables d'atteintes graves aux droits humains, rapporte Afrique Info, qui cite 146 organisations congolaises et internationales des défenses de droits humains, auteurs d'une déclaration conjointe publiée ce mardi. Les chambres spécialisées mixtes qui sont proposées au sein du système judiciaire national se concentreraient sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime des génocides, et elles bénéficieraient au départ de la présence de personnel non congolais jouissant d'une expertise dans ce domaine. La loi des mises en œuvre au statut de la Cour pénale internationale introduirait dans le droit congolais les définitions de ces crimes en accord avec le statut de la Cour et réglementerait la coopération avec celle-ci. Et puis les députés nationaux se sont retrouvés ce mardi 1er avril 2014 en plénière. Ils ont examiné et adopté le rapport de la Commission politique administrative judiciaire PAJ relatif au projet de loi modifiant et complétant le Code du travail en République démocratique du Congo. Ces derniers a été déclaré recevable. Laïn Boufando-Mbungu et Blazonda. La séance plénière de l'Assemblée nationale de ce mardi 1er avril 2014 a procédé à l'adoption du rapport de la commission PAJ visant à modifier et à compléter certaines dispositions du Code du travail de la République démocratique du Congo enregistré sous la loi numéro 016/2002 du 16 novembre 2002. Parmi les modifications, selon le rapport de la commission PAJ, on note le droit pour le travailleur de se défendre lorsqu'est envisagée contre lui une mesure de licenciement, la fixation à 8 heures la durée légale de travail par jour, la possibilité pour la femme d'effectuer un travail de nuit et pour la femme enceinte de simplement suspendre son contrat de travail sans que cela soit considéré comme une cause de résiliation, la possibilité pour un étranger ayant rempli certaines conditions d'être désigné à la direction d'un syndicat. Le projet de loi précise par ailleurs que ce code ne s'applique aux marins et bateliers de navigation intérieure que dans le silence des règlements particuliers qui concernent ou lorsque ces règlements s'y réfèrent expressement. Sont exclus du champ d'application du présent code le magistrat, les juges consulaires des tribunaux de commerce et les juges assesseurs des tribunaux du travail, les agents des carrés de services publics de l'État régis par les statuts généraux, les agents et fonctionnaires des carrés des services publics de l'État régis par des statuts particuliers, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. Le code modifié et complété définit en outre certains termes comme travailleur, employeur, contrat de travail, entreprise, établissement, recrutement, contrat d'apprentissage, rémunération, jour ouvrable, temps de service, famille des travailleurs pour ne citer que ceux-là. Les députés nationaux ont donc 3 jours pour proposer des amendements avant de soumettre le projet de loi à la plénière pour son examen article par article. Les députés nationaux de l'opposition UDPS et alliés Sami Badibanga a pris part récemment à une conférence au Parlement européen invitée par les députés sociodémocrates allemands Norbert Neuser, l'élu de Moamba à Kinshasa, a présenté la situation sécuritaire actuelle du pays jugée préoccupante. Les commentaires sont signés par Nadia Koulenfouka. En tournée à Bruxelles, le député Sami Badibanga, président du groupe parlementaire UDPS et alliés, a été récemment l'hôte du Parlement européen. Il a animé une conférence sur les thèmes RD Congo, quel avenir? C'était sur invitation du député sociodémocrate allemand Norbert Neuser, sous la modération de l'ancien député européen écolo Frank Swalba-Ott. Introduisant la conférence, Frank Swalba-Ott a salué en Sami Badibanga, le premier Congolais à venir saisir l'opportunité qu'offre une conférence au Parlement européen pour porter la parole du Congo. Selon Sami Badibanga, la situation actuelle de la RDC est caractérisée par 2 crises, l'une interne, l'autre externe. Pour l'élu du Moamba, l'accord cadre d'Addis Abeba constituait une lueur d'espoir. Au cadre d'Addis Abeba, il y a eu des engagements au niveau régional qui se résument à la non-ingérence des problèmes des pays voisins. Et il y a eu des engagements au niveau national concernant notamment la réforme des services de sécurité, l'armée et la police, et aussi de pouvoir promouvoir, à mon sens c'était la clé de cet accord, pouvoir promouvoir la réconciliation, la tolérance et la démocratie. Parmi les soutiens reçus par les présidents du groupe parlementaire UDPS et alliés, il y a eu celui du Félix Tshisekedi, secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS. Que M. Badibanga a parlé exactement comme
un membre de l'UDPS pouvait le faire, donc je ne peux que partager les propos qu'il a tenus. Abordant les questions économiques, Samy Badibanga a affirmé que le budget de l'État est très modique et ne permet pas à l'État de satisfaire les besoins du peuple. Le mouvement de libération du Congo dit être opposé à toute tentative de révision constitutionnelle de nature à assurer la pérennité des institutions en place concernant la feuille de route proposée par la CENI et relative au processus électoral. Le parti de Jean-Pierre Bemba recommande à l'institution électorale de procéder à l'apurement du cycle électoral de 2011 par l'organisation des élections provinciales, sénatoriales, ainsi que des gouverneurs de province. Dans Momat pour la suite en images. Pour le mouvement de libération du Congo, MLC, aborder un nouveau cycle électoral sans épurer celui de 2011 aurait deux inconvénients majeurs. 1. Ce serait pérenniser les institutions et leurs animateurs. 2. Commencer un nouveau cycle électoral par l'organisation des élections locales, municipales et urbaines aura pour conséquence mécanique le glissement de tous les calendriers constitutionnels des élections. Le parti cher à Jean-Pierre Mbemba exige en outre le maintien du mode de scrutin universel direct pour les élections provinciales conformément à la Constitution. Ceci en vue d'éviter l'avènement de la corruption du corps électoral par les candidats députés provinciaux et ainsi permettre à la population de désigner directement leurs représentants. Et quant à la probabilité d'une révision constitutionnelle, le MLC réaffirme sa vive opposition à toute tentative de modification de la Constitution qui aura pour conséquence de modifier en substance les contenus des articles verrouillés de la Constitution, en particulier l'article 220. Par ailleurs, le MLC appelle le peuple congolais à la vigilance et demande à la communauté internationale de poursuivre l'accompagnement de la RDC dans l'édification et la consolidation d'un état de droit. Politique encore, le parti politique de l'opposition et la société civile regroupés au sein du mouvement Sauvons la République démocratique du Congo ont lancé lundi 31 mars 2014 une série d'activités. Leur principale action consiste en la signature de la pétition Touche pas à ma constitution et démission Malou Malou. C'était dans la salle des spectacles de Notre-Dame de Fatima Lagombe. Reportage de Lilandani et Hugues Moussanguilaï. Plusieurs membres des partis politiques de l'opposition et de la société civile ont signé la pétition portant « Touche pas à ma constitution » et démission de l'abbé Malou Malou, président de la CENI. On estime à 40 000 les signatures depuis le début de cette opération. Il en faut 100 000. Monsieur Malou Malou n'est pas capable d'une telle élévation. Il doit partir. À ce jour, la pétition a atteint déjà plus de 40 000 signatures. Martin Fayoulou, coordonnateur des FAC, Vital Kamere, autorité morale de la CVD, Christopher Moutamba et autres participants à cette activité, tous du mouvement Sauvons la RDC sont bien présents. Ils disent mener cette lutte par devoir responsabilité politique. La majorité présidentielle a tenu une réunion aussi importante à Kingakati. Ils ont donné leur position par rapport aux enjeux politiques et nous devrions aussi répondre à cela. Raison pour laquelle nous étions obligés de tout le parti constituant les FAC, constituant CVD et la société civile. Nous nous sommes mis ensemble sous l'étiquette du méga Sauvons la RDC. Notons que, mardi 1er avril 2014, les participants seront repartis en 8 ateliers de 15 personnes chacun, y compris les députés nationaux et autres experts. Ils cherchent des propositions qui mèneront à bien leur lutte. Ces activités se clôtureront le mercredi 2 avril 2014.
En bref, pour mieux traquer les éléments de FRPI, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo vient d'annoncer l'augmentation de ses effectifs. En Ituri, nous sommes là dans la province orientale. Les FARDC qui combattent aux côtés de Casques Bleus onusiens ont lancé depuis hier un offensif sur place. Ceci après 2 mois de sensibilisation auprès de ces forces négatives des FRPI à déposer les armes, nous dit Radio Okapi. Après la troïka stratégique à la primature le lundi, c'est le tour de la troïka politique ce mardi 1er avril au ministère de Finances. À l'issue de cette réunion, le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, a affirmé que les indicateurs économiques sont au vert. Jean-Louis Miasuekama, Rubens Belengeli, reportage. Troïka politique au ministère des Finances ce mardi 1er avril. L'Argentine nationale se veut rassurant sur la conjoncture économique. Une grande stabilité dans l'ensemble et des indicateurs qui sont, on va dire, au cours fixe et des instructions qui avaient été données pour que nous puissions poursuivre l'effort de consolidation de nos réserves internationales pour être à l'abri des chocs exogènes. Le 31 mars 2014, c'est l'échéance fiscale pour le paiement des impôts sur les bénéfices. Au ministère des Finances, on attend les résultats. On se réjouit surtout du fait que la politique de dédollarisation commence à porter des fruits. On note que les impôts, droits et taxes dus à l'État sont effectivement désormais acquittés en monnaie nationale par y compris les opérateurs économiques qui génèrent de la devise. Par conséquent, la Banque centrale a une politique monétaire plus active. En mars, elle a racheté 63 millions de dollars et a ainsi augmenté les réserves de change. Et c'est toute la discussion que nous avons eue. Est-ce que la Banque centrale doit acheter directement au premier chef, au même titre que les banques, ou la Banque centrale doit demeurer un acheteur de dernier ressort? On note aussi une rebancarisation de la paye, surtout au niveau des casernes. Quant au programme des investissements, il se monte à 630 milliards de francs. Le secrétariat général du ministère du Plan organise ce mardi 1er avril 2014 au CEPAS à Gombe un atelier. Il s'agit de la 2e série d'ateliers d'évaluation du code de bonne conduite de l'agent public de l'État. Les agents et cadres de l'administration centrale du plan y ont pris part. Anne-Marie Ossite, Mathieu Ngadipovi. Durant 3 jours, soit du 1er au 3 avril, les experts de l'administration publique vont réfléchir sur la vulgarisation du code de bonne conduite de l'agent public de l'État. Ces documents énoncent clairement les principes de conduite que l'État congolais attend de ses agents. Mais il est impérieux que tous les agents fonctionnaires de l'administration puissent apprendre et maîtriser le contenu du code de la bonne conduite de l'agent public de l'État. Comprenez que l'administration publique, c'est ça le moteur du changement. On ne peut pas vouloir changer un pays, on ne peut pas penser à l'émergence si on n'essaye pas de revaloriser l'administration, si l'administration ne s'implique pas correctement à appliquer toutes les mesures qui sont initiées par le gouvernement central. Voilà qu'il est impérieux et important qu'on travaille sur le sujet et que tout le monde maîtrise les contenus de ces documents qui précisent clairement les attributions, ce que la République attend de cette administration publique. L'agent de l'État est tenu au respect des règles de déontologie et d'éthique professionnelle, car il constitue la plaque tournante de l'administration publique. L'agent public de l'État est appelé à connaître les normes de conduite devant guider sa vie professionnelle, ainsi que les instructions pratiques sur les dispositions statutaires, la manière de les observer et les conséquences de leur violation. Par ailleurs, ces assises vont permettre une prise de conscience de la nécessité pour l'agent public de l'État, ceux du ministère du Plan en particulier, d'avoir un comportement conforme à l'éthique et de faire preuve de responsabilité. Dans le reste de l'actualité, les femmes katangaises ont clôturé avec faste le mois dédié à la femme le lundi 31 mars. Elles ont organisé une session ordinaire du mois de mars 2014 en présence du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe et d'autres personnalités politiques de la majorité et de l'opposition, tel que le confirme notre correspondant joint au téléphone pour vous par Popol Ziakaou. Il s'est ouvert ce lundi 31 mars 2014 au bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Katanga, la session ordinaire du mois de mars 2014.
au cours de laquelle ont pris part le gouvernement provincial avec en tête le gouverneur du province de Katanga, son excellence Moïse Katumbi Chapwe, et certaines personnalités politiques, tant de la majorité que celles de l'opposition, les administrateurs généraux des entreprises, tant du secteur public que privé, ainsi que les conseils généraux des nations sœurs accrédités en province du Katanga. Dans ce moment de circonstances, le président de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kingwakumwanza, a relevé quelques faits majeurs qui méritent l'attention particulière de l'organe délibérant ainsi que du gouvernement provincial, notamment la pauvreté. Pour Gabriel Kingwakumwanza, le Katanga est une province scandaleusement et immensement riche, mais sa population vit dans une misère sans précédent. D'où la mise en place d'une justice véritablement distributive, équitable, s'avère très indispensable, avec l'application de l'édit sur la sous-traitance qui va favoriser la création de la classe moyenne au sein de la population katangaise et qui reste jusqu'à présent inexistante. Pourtant, poursuit-il, en dépit des statistiques de la Banque centrale du Congo, selon lesquelles la RDC, notre pays, a exporté plus de 915 588 tonnes de cuivre l'année dernière et 76 717 tonnes de cobalt en même année. L'honorable Kungu Akumanda salue ainsi la nomination du nouvel administrateur directeur général de la SNCC par le chef de l'État, président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui augure une bonne heure pour la relance de cette grande épine dorsale de la province du Katanga. Dans le cadre de ces activités de routine, l'honorable président de l'Assemblée provinciale a accordé une audience ce mardi 1er avril 2014 au nouveau patron de la direction générale de douanes et assises, venu lui présenter ses civilités, monsieur Tambwe Mwanalenge. De son côté, le gouverneur du Katanga a quant à lui accordé une audience ce lundi 31 mars 2014 à la délégation des officiers généraux de la police nationale congolaise, conduite par le commissaire général adjoint de la PNC, le général Raus, venu au Katanga faire le suivi de l'opération désarmement et réinsertion de quelques maïmaïs de Bakatakatanga, récemment initié par le ministre national de l'Intérieur, Richard Mouyer Manguez-Mons. Depuis Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga, Ricardo Bakwakalende pour Antenne A, la chaîne de référence. Retournons à Kinshasa pour vous dire que l'Office national de l'emploi ONEM a clôturé lundi 31 mars 2014 le mois de la femme par une journée de réflexion organisée dans l'enceinte de la direction provinciale de Kinshasa. Cette rencontre s'est articulée autour du thème « Les femmes face aux enjeux du développement ». Les détails avec Alain Kuka et Josène Belebele. Pour le directeur général de l'Office national de l'emploi, Angélique Kikoudi-Eliane, cette journée de réflexion est une belle manière de clôturer le mois de la femme. Et le thème choisi, à savoir les femmes face aux enjeux du développement, en dit long. Les participants à cette rencontre ont d'abord suivi l'exposé fait par Patrick Koutelama, ingénieur agronome et expert indépendant. Celui-ci s'est attardé sur l'entrepreneuriat agricole et l'intégration des femmes dans un centre de formation intégré. L'entrepreneuriat agricole est un concept nouveau pour la République et il a fallu l'expliquer à toutes les femmes de l'ONEM pour qu'ils puissent s'approprier de ce concept et qu'ils puissent le mettre en pratique et pour que demain nous puissions avoir un développement à la base. La deuxième oratrice, Élisée Kanjinga, magistrat de formation, a parlé de l'éthique de la femme congolaise dans les milieux professionnels. Et comme l'a si bien souligné la directrice générale adjointe de l'ONEM, Clémentine Liziev, le comportement de certaines femmes pose effectivement problème. Il y a des femmes qui se laissent aller par les amis, par l'absentéisme, par le manque de compétences. Il y a une compétition qui vous attend. Ce n'est pas pour votre beauté, ce n'est pas pour votre accoutrement que vous aurez des grades, mais on va juger votre compétence. En tout cas, si dans les prochains jours, le quota de 30% des femmes dans les entreprises publiques et dans les institutions du pays pourra devenir une réalité, les femmes elles-mêmes ont l'obligation de faire preuve d'un leadership exemplaire dans leur sphère d'activité.
L'église néo-apostolique de Kinshasa-Ouest et sa commission affaires sociales et aînées ont consacré le culte du dimanche 30 mars 2014 à l'installation de 11 de ses membres à des postes d'évangélistes. Les personnes âgées de cette église ont à l'occasion reçu de cadeaux. Patrick Borel, Mukendi. Ils étaient nombreux le dimanche 30 mars à remplir l'amphithéâtre de l'église néo-apostolique de Kimbangu, vêtus tous de leur tunique habituelle pour assister au culte qui avait une double cérémonie, à savoir l'installation de 11 membres de l'église dans quelques secteurs clés et la remise de quelques présents aux vieillards des néo-apostoliques Kinshasa-Ouest. Dans leurs différentes prédications, les apôtres Michel Depner et Louis Kabangu ont appelé les croyants à prendre comme exemple dans leur vie Job, qui malgré les souffrances n'a pas renié sa foi. Et chaque fois que l'œuvre s'agrandit, il faut aussi ajouter des serviteurs qui doivent faire la cure d'âme pour prendre soin de ces âmes-là. C'est pour cela que certains frères du ministère ont été opérés aujourd'hui. C'est par des cris de joie, chants et danses que s'est clôturée la dite messe à l'église néo-apostolique. Mars, mois dédié à la femme, a mis l'accent sur l'accès de jeunes filles à l'éducation publique démocratique du Congo. La femme a-t-elle capitalisé son mois, lui consacré par les Nations Unies? Des explications dans ce commentaire de Laïne Boufandombongo. Le mois de la femme en République démocratique du Congo pour l'année 2014 a principalement été dédié à l'accès des jeunes filles à l'éducation. Durant tout le mois de mars, des rencontres de sensibilisation et de mobilisation des femmes et des jeunes filles ont eu lieu autour du thème, à savoir égal accès des hommes et des femmes à la formation. Contrairement aux années précédentes où le mois de la femme était l'occasion pour la gente féminine de s'illustrer par les ports de pagne dont l'impression était assurée par le gouvernement, mars 2014 a été marqué par des journées de réflexion, des conférences, débats et des plaidoyers pour la scolarité des jeunes filles en RDC. Je suis contre ces femmes qui disent non, nous devons abandonner l'encadrement des enfants parce que nous sommes devenus des femmes émancipées. Mais non, nous avons des tâches naturelles qui doivent nous pousser à être plus préoccupés par des questions de famille, par des questions de ménage, par des questions d'éducation. Ces rencontres ont aussi abordé la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles à travers la consolidation de la paix et de la justice en vue du développement de la RDC. Les ministres du genre et ceux de l'éducation ont souhaité que soient accordées aux filles les mêmes chances d'étudier que ceux offerts aux garçons. Cependant, plusieurs interrogations se posent à la clôture de ce mois dédié à la femme. En effet, il est question de savoir à ce jour comment les femmes ont pu capitaliser ces rencontres. Y a-t-il des projets de loi proposés à ce sujet? Y a-t-il des mémos formulés à l'endroit des autorités compétentes? Comment les femmes vont-elles gérer la période entre le 8 mars 2014 et le 8 mars 2015? En somme, peut-on parler des progrès de la femme à ce jour ou du statu quo? Aux autorités et aux femmes d'y répondre. Un mot en santé, les enfants de moins de 5 ans sont exposés à plusieurs virus avant ou après leur vaccination. Ils doivent être suivis pour leur éviter des infections de tout genre et d'autres maladies contagieuses comme la rougeole. Explication sur cette maladie avec Patricia Bassois. La rougeole, une infection due à un virus de la famille des Paramoxoviridae qui se développe normalement dans les cellules qui bordent les pharynx et les poumons. Le premier signe d'infection est en général une forte fièvre qui apparaît environ 10 à 12 jours après l'exposition au virus et persiste 4 à 7 jours. À ce stade, le tableau peut comporter une rhinorrhée, la toux, des yeux rouges et larmoyants et de petits points blanchâtres sur la face interne du joue. L'éruption cutanée des taches apparaît plusieurs jours plus tard, habituellement sur le visage et le haut du cou. Les formes sévères surviennent plus particulièrement chez les jeunes enfants malnutris, notamment si les apports en vitamine A sont insuffisants ou si le système immunitaire est affaibli par le VIH-Sida ou d'autres maladies opportunistes. Le virus de la rougeole est extrêmement contagieux et se propage lorsque les malades toussent ou éternuent, par le contact rapproché entre personnes ou par le contact direct avec des sécrétions nasales ou laryngées. Il n'existe pas de traitement antiviral spécifique contre la rougeole. Une prise en charge clinique appropriée permet d'éviter des complications graves de la maladie. Le malade doit être convenablement nourri, avoir un apport hydrique suffisant et recevoir un traitement contre la déshydratation à l'aide de la solution de réhydratation orale recommandée par l'OMS. On prescrira des antibiotiques pour traiter les infections oculaires et auriculaires ainsi que la pneumonie.
Dans tous les cas, la rougeole reste l'une des causes importantes de décès du jeune enfant alors qu'il existe un vaccin sûr et efficace. En 2012, environ 84% d'enfants dans le monde contre 72 en 2000 ont reçu une dose de vaccin anti-rougeoleux avant l'âge d'1 an grâce à l'intervention systématique des services de santé. En société, la date du 1er avril est reconnue et adoptée comme une journée des plaisanteries. On parle de poisson d'avril. Les origines du poisson d'avril avec Magali Sissi qui a remonté le temps pour vous. Suivez. Le 1er avril de chaque année est considéré comme une journée de plaisanterie. C'est une tradition adoptée dans plusieurs pays et cette culture a trouvé son origine en France depuis 1564. C'est une journée où l'on fait des canulars à ses connaissances, amis, aussi bien dans le média ou sur Internet. Cette journée dans d'autres pays consiste à accrocher un poisson de papier dans le dos de personnes dont on veut se gosser et ensuite il pousse cette exclamation lors de la découverte de cette plaisanterie « poisson d'avril ». Sous d'autres cieux, son origine vient du fait que le 1er avril était le jour où la pêche devenait interdite afin de respecter la période de reproduction et qu'on profitait d'offrir des cadeaux, des poissons aux pêcheurs. C'était aussi une occasion d'accrocher en se cachant des vrais poissons au dos des gens. Victimes ne s'en apercevaient que jusqu'au moment où les poissons devenaient gluants. Aujourd'hui, passion du Nil rime avec blague, plaisanterie ou calunar. Mais il faut qu'il soit du bon. En sport, la Ligue nationale des footballs de jeunes organise depuis le samedi dernier un tournoi de football réservé aux jeunes baptisé tournoi TMB. Retour sur le coup d'envoi de ce tournoi dans ce reportage de Papi Katassi. On a l'ouverture de la première édition du tournoi Tembe réservé aux jeunes footballeurs le samedi dernier au terrain municipal de Bandalungwa. Théobald Binamungu, vice-président de la Fédération congolaise de football association, confirme l'importance qu'accorde l'institution fêtière de football, la RDC, à l'émergence du football de jeunes. Pour le compte de la première journée, plusieurs résultats ont été enregistrés. Au terrain d'Endjili, Jacques Trésor a eu raison d'Arsenal sous la note de 1-0. Au terrain municipal de Bandalungwa, victoire de la nouvelle génération sous Marco, 3-0. En ouverture de ce tournoi, le public a eu droit à 2 oppositions. Ali Olympique, 0 but partout et Mordic Superfoot a signalé que ce tournoi entre en droite ligne des activités de la Ligue nationale de football de jeunes. Nous allons compléter l'actualité avec la revue de presse. Les journaux parus ce 1er avril ont été sélectionnés et commentés pour vous par Don Momat. Bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre avec la prospérité qui titre Révision constitutionnelle MLC, Mbemba rejette le schéma. Dans une déclaration rendue publique hier, son parti, le MLC, a réaffirmé sa vive opposition contre toute tentative de modification de la Constitution qui aurait pour conséquence de modifier en substance les contenus des articles verrouillés, plus particulièrement l'article 220. Le MLC a également recommandé, poursuit le journal, à la CENI de procéder à l'appurement du cycle électoral de 2011 par l'organisation des élections provinciales, sénatoriales ainsi que des gouverneurs des provinces. Ainsi dit, renchérit les dépêches de Brazzaville, le MLC appelle à la vigilance le peuple congolais, qui a monté la majorité. Etienne Tshisekedi Wamulumba est quant à lui favorable à la révision constitutionnelle, mais pas avant 2016. C'est ce que l'on peut lire dans les colonnes du Forum des As. Le leader de l'UDPS, qui est sorti hier de sa léthargie à l'occasion de la visite à son domicile de 3 ambassadeurs occidentaux, invite les membres de l'opposition et de la majorité à lui faire confiance. Du côté Parlement, le phare crie à un aveu d'impuissance de la part de l'opposition. Le cas le plus récent évoque le confrère et celui vécu hier lundi avec les rejet pur et simple de l'interpellation ficelée par les députés nationaux Emery Okunji contre le président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malumalu. L'opposition dite républicaine, très limitée, estime les tabloïds est désormais plus active dans la rue qu'au palais du peuple. Traque de Joseph Kony, Washington installe un téléphone rouge, rapporte la référence plus. Pour accélérer la recherche de ces rebelles qui menacent la stabilité de la région des Grands Lacs, un pylône et une antenne téléphonique ont été installés dans les territoires d'Ango, en province orientale au nord-est de la RDC. Retournons à Forum des As pour, une fois de plus, parler révision du code de la famille cette fois-ci. Inagossi plaide la cause de la femme. Le projet de loi de révision du code de la famille présenté hier par la ministre du Genre a été déclaré recevable.
C'en est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Au nom de Popos Yakawa et à toute l'équipe technique, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de votre chaîne. Au revoir.